Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi, 21 juin 2026. Et notre cher ami, dimanche. Dimanche, c'est ça? Oui, t'as raison. Je me suis trompé. Oui, aujourd'hui, on est dimanche 21 juin. Yeah, today is Sunday, June 21st. Actually. En fait, on est lundi, 1h30 du matin. Lundi. Et Nima m'a traîné en ligne à 1h30 du matin pour faire une émission. Je suis à moitié endormi, mais lui, il est impitoyable. Il est impitoyable. Monsieur est irrésistible. Oui, parlons de Monsieur Irrésistible, autrement dit, Donald Trump. Ah là là. Let's start with as we talk the negotiations. Commençons par parler de ces négociations qui semblent se dérouler en Suisse, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'Iran a, disons, réagi à une nouvelle assez surprenante. Donald Trump a fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ni quelle était la nécessité de ce message sur Truth Social. Imaginez un peu, vous envoyez votre vice-président en Suisse et ensuite vous publiez, je cite, « L'Iran doit immédiatement empêcher ses proxys, grassement payés au Liban, de semer le trouble. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très durement à nouveau, comme la semaine dernière, mais encore plus fort. » C'est clairement franchir la ligne fixée par la première clause du protocole d'accord. Et c'est justement ce point-là qui a poussé les Iraniens à quitter les discussions ou les négociations en Suisse, professeur Marandi. Depuis, on a vu plusieurs informations circuler. Certains médias disent que les Iraniens ont quitté la table. D'autres affirment qu'ils sont toujours en pourparlers avec les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qui se passe en ce moment en Suisse? Eh bien, je dois admettre que je n'ai pas vraiment suivi l'actualité de près parce que j'étais à l'un de ces rassemblements ce soir. Et avant ça, j'étais à Al-Mayadeen pour une interview que j'ai faite, je crois, hier soir avec Larry. Mais en fait, il y a un autre message de lui sur Truth Social où, à ce que j'ai compris, il menace un peu les négociateurs, il menace de les tuer. Donc oui, c'est Donald Trump. Mais je ne sais pas trop où tout ça va mener. Le fait que tout semblait sur le point de s'effondrer et que finalement non, peut-être que les États-Unis deviennent un peu plus flexibles. On entend quelques rapports dans ce sens. Encore une fois, tout ça circule en ligne et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais on reçoit certains rapports disant que les Israéliens parleraient d'un retrait partiel, d'une certaine forme de repli. Est-ce crédible ou non? Aucune idée. Et je n'ai aucune communication avec qui que ce soit dans la délégation iranienne. Comme je l'ai dit, je n'ai même pas suivi les infos. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, les Iraniens ne vont pas faire preuve de flexibilité, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont un accord, un protocole d'entente, qui a été validé, et il n'y a plus rien à négocier sur le fond de cet accord. La seule chose à négocier, c'est la mise en œuvre, comment atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Et donc, en principe, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire preuve de beaucoup de flexibilité. Mais il y a aussi une autre raison. En Iran, en ce moment, la société est divisée. Une partie des Iraniens pense que nous avons été trop flexibles. Et une autre partie n'a aucun problème avec la voie actuelle, celle que suit le principal négociateur. Ces derniers 2 ou 3 jours, il y a eu pas mal de controverses, et cette division, on la voit dans la rue, on la voit dans les médias, et même à la télévision nationale iranienne. Oui, on voit clairement qu'il y a une fracture. Je pense que ça va rendre le négociateur en chef encore plus prudent, parce qu'il ne voudra surtout pas donner l'impression d'être flexible, d'aucune manière. Donc même si je ne pensais pas qu'il s'agissait du Dr Ghalibaf, le président du Parlement,
je ne croyais pas non plus qu'il comptait faire preuve de souplesse. Mais, dans les circonstances actuelles, avec toute l'attention du public sur ce que fait la délégation, je pense que ça va être particulièrement difficile. C'est pour ça que cette réunion est très importante au final. À l'origine, c'était censé être une réunion technique. Mais comme les Israéliens refusent toujours de mettre fin au génocide et à l'occupation du Liban, et que les Américains, de leur côté, n'ont pas levé les sanctions sur les exportations de pétrole et d'énergie iranienne, et qu'ils n'ont pas non plus restitué les avoirs volés de l'Iran, je pense que ce serait un moment clé. En d'autres termes, d'ici demain, on devrait savoir dans quelle direction les choses vont. Est-ce qu'on se dirige vers plus de tensions, vers la guerre, vers un état de siège, ou est-ce qu'on va simplement continuer à avancer tant bien que mal? Personnellement, je pense que Trump, malgré toutes les menaces, et malgré le fait que Lindsey Graham ait déclaré qu'il allait agir si les Iraniens ne se soumettaient pas, ce qu'il voulait dire, c'est que si l'Iran n'acceptait pas un accord, pas celui-ci, mais une sorte d'accord alternatif, alors il y aurait la guerre. Mais j'ai du mal à croire, pour ma part, que les États-Unis iront jusque-là, parce que l'économie mondiale est dans un état tellement fragile. Et rappelons-le, le détroit d'Ormuz est ouvert, enfin, il a été brièvement fermé à nouveau, mais même quand il était ouvert, très peu de navires y passaient. Les mines, elles, sont toujours là. Beaucoup de navires ne sont toujours pas prêts à bouger. Les compagnies d'assurance n'ont pas encore accordé de couverture à la plupart d'entre eux. Donc, j'ai vraiment du mal à croire, enfin, à imaginer, que Trump se sentira à l'aise pour frapper. Parce qu'on se rapproche de plus en plus, à cause des quelques navires qui passent, d'une véritable crise énergétique. Et s'il s'engage dans un conflit, alors je pense que le sort de l'économie mondiale sera scellé. On aura une dépression mondiale, pas une récession, une dépression. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il prenne cette direction. Mais en même temps, c'est Donald Trump, et avec lui, on ne peut rien exclure. Et si Netanyahou, s'il refuse, ou s'il est incapable de le freiner, incapable au sens où il ne parvient pas à utiliser son immense pouvoir et son influence pour forcer Netanyahou à reculer, alors là, on se dirige droit vers des eaux très agitées. Oui. Larry, laisse-moi te lire la première clause du protocole d'accord, qui est importante, d'ailleurs dans le cas du Liban et dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle dit « La République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, en signant ce protocole d'accord, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent à ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires l'un contre l'autre, à s'abstenir de toute menace ou usage de la force, et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. » C'est en gros ce qui s'est passé ces 48 à 72 dernières heures. On voit Israël franchir la ligne ou détruire la première ligne en ignorant complètement le protocole d'accord. Et Donald Trump, aujourd'hui, fait la même chose. Vas-y, Larry. Quelle est ta lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, il faut revenir en arrière et se demander ce qui a poussé Trump à faire un virage à 180 degrés lundi dernier. Et maintenant, je pense qu'on a la réponse encore plus clairement. Tout tourne autour du pétrole. Il s'agit de la réserve stratégique de pétrole que les États-Unis ont mise en place en 1983. Elle a atteint une capacité maximale prévue d'environ 740, presque 800 millions de barils. Mais elle a été progressivement vidée. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 340 millions. Et on pourrait se dire, bon, ça paraît beaucoup, mais voilà ce que les gens ne réalisent pas. Ces cavernes, ce sont des cavernes de sel situées sur la côte sud des États-Unis, ont été construites spécialement pour stocker ce pétrole.
specifically to store the oil. If you get below 20%, Si on descend en dessous de 20% de la capacité, l'intégrité structurelle de ces cavernes est menacée. Et au-delà du fait que quand elles sont vides, il n'y a plus aucune réserve, c'est comme si vous aviez dépensé toutes vos économies. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, d'après ce qu'on m'a dit, l'armée américaine a pratiquement épuisé ses réserves de carburant pour avions. Autrement dit, elle n'a plus de réserves à proprement parler. Et elle doit maintenant se fournir sur le marché mondial, en prenant ce qui sort des raffineries aussi vite que possible. Et ça veut dire que l'administration Trump a fait un choix la semaine dernière. Elle a décidé de soutenir les Américains qui ont besoin de diesel pour faire rouler les flottes de camions, plutôt que de privilégier le carburant pour les avions de chasse, les F-35, les F-18, les F-16, les A-10, et ainsi de suite. F-35, F-18s, F-16s, A-10s, etc. So the United States right now, because you have to keep it. En ce moment, aux États-Unis, comme il faut garder une réserve de 20% dans ces cavernes, on ne parle pas de 340 millions de barils, mais plutôt d'environ 190 millions. Et si on imagine que les raffineries américaines devaient ne compter que là-dessus, puiser uniquement dans cette réserve, eh bien, on serait vite à sec. Si on tire à un rythme d'environ 16 millions de barils par semaine, on parle d'à peu près 14 semaines avant d'être à court. Peut-être même moins. Voilà, c'est à ça que les États-Unis se heurtent aujourd'hui. Ils aimeraient désespérément prendre le contrôle de l'Iran, contrôler le pétrole. Mais même s'ils y parviennent, le problème du temps et de la distance reste le même. Le trajet du pétrole, depuis le golfe Persique jusqu'à sa destination finale, peut prendre entre 3 et 9 semaines. Je pense que c'est entièrement lié au détroit d'Ormuz. Et quelle est la situation du détroit d'Ormuz, professeur Marandi, en ce moment? Donald Trump affirme qu'il est ouvert. Eh bien, encore une fois, je n'ai pas vraiment suivi les infos aujourd'hui. Mais le détroit d'Ormuz a été fermé hier. Avant ça, le nombre de navires qui passaient était déjà limité. Les Iraniens ont dit au capitaine que pour sortir du détroit, ils devaient emprunter une route précise. Et ils ont prévenu que s'ils ne respectaient pas cette consigne, ils auraient des ennuis. Donc depuis la réouverture de ce détroit, le nombre de navires qui le traversent reste restreint. Et c'est loin d'être suffisant pour répondre aux besoins de l'économie mondiale. Et là, Vance est passé à la télé, tout fier de lui. Vance went on television and was gloating. I think he said that yesterday, 17 million barrels. Je crois qu'il a dit hier que 17 ou 18 millions de barils de pétrole avaient été exportés depuis le golfe Persique. Je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre. C'est presque entièrement du pétrole iranien. Parce que hier, l'Iran a fait sortir 10 pétroliers du détroit d'Ormuz. Donc la plupart du pétrole qui quittait le golfe Persique, hier comme la veille, venait d'Iran. Les Iraniens ont donc un peu pris de l'avance. Et Vance, en se vantant, se vante en fait de l'argent que les Iraniens ont gagné. Je ne sais pas si le détroit est ouvert en ce moment, mais s'il l'est, c'est parce que les Iraniens, après que le régime israélien a arrêté les frappes hier soir, ont rouvert le détroit tôt ce matin. Mais d'après ce que je comprends, le nombre de navires qui vont passer dans les prochains jours sera assez faible, à cause des assurances. On en a déjà parlé, les compagnies d'assurance et tous les problèmes liés au détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, quand de nouveaux navires entreront dans le détroit d'Ormuz, et beaucoup de navires n'ont pas tellement envie d'y aller pour le moment, surtout avec toutes les menaces que Trump continue de proférer, eh bien, ça empêche les pays du Golfe Persique de produire du nouveau pétrole. Parce que s'il n'y a pas de navires,
alors ils ne peuvent pas, il n'y a tout simplement aucune raison de produire le pétrole. Ils n'ont pas la capacité de le stocker. La situation économique mondiale va se dégrader. Et comme Larry l'a souligné, les réserves américaines s'épuisent. Les autres réserves stratégiques aussi. Et les 200 ou 300 derniers millions de barils des réserves américaines ne sont pas faciles à extraire à cause de la façon dont elles sont stockées. Donc, il ne reste vraiment plus grand-chose. Et puis, les réserves du secteur privé, celles des grandes entreprises, elles aussi diminuent. Et ce n'est pas seulement le pétrole, d'ailleurs. Et bien sûr, il s'agit surtout de pétrole lourd, ce qui est particulièrement important, parce que le diesel est essentiel à l'économie mondiale. Et le diesel vient du pétrole lourd. Et le seul endroit au monde où il y a beaucoup de pétrole lourd, à part dans le Golfe Persique, c'est la Russie. Et c'est un autre pays sous sanction. D'ailleurs, un fait intéressant, c'est que quand Larry disait que les réserves stratégiques américaines ont été vidées, eh bien elles l'ont été pour 2 raisons. D'abord à cause de la guerre en Ukraine, grâce à Biden, et maintenant à cause de Trump, avec la guerre contre l'Iran. Ces 2 guerres, mises ensemble, ont vidé les réserves américaines et placé les États-Unis dans une situation critique. Et les autres réserves, celles des alliés des États-Unis à travers le monde, suivent le même chemin. Pendant la guerre en Ukraine, ils ont vidé leurs réserves pour faire baisser le prix du pétrole. Et maintenant, ils font la même chose, sauf qu'ils n'ont pratiquement plus rien. C'est une situation vraiment très mauvaise. Le fait que si peu de navires passent par le détroit d'Ormuz veut dire que la vulnérabilité des États-Unis reste très élevée. Et si les États-Unis intensifient les hostilités avec l'Iran, eh bien, l'Iran peut fermer le détroit ou simplement ralentir le passage des navires. C'est une situation terrible pour Trump. Et c'est pour ça que son attitude très dure en ce moment, à moins qu'il y ait ce soir une certaine souplesse dont on n'a pas encore entendu parler, risque, s'il va jusqu'au bout, de causer d'énormes dégâts aux États-Unis. Larry, Israël a posé 3 conditions pour accepter ou respecter le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. La première, c'est le retrait de tous les éléments du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Et si on commence par ce premier point, il parle bien du nord du Litani. Est-ce que ce sera possible pour le Hezbollah d'accepter cette première condition? Non, pas du tout. Et il faut bien le redire, ce qui se passe aujourd'hui pour les États-Unis sur le front du pétrole limite leurs décisions militaires. Parce qu'en ce moment, les États-Unis sont à un tournant. Ils vont devoir choisir. Est-ce qu'ils continuent à produire assez de diesel pour faire rouler les camions qui transportent la nourriture, les appareils ménagers, tout ce dont les gens ont besoin, vers les grands distributeurs, les magasins comme Costco, BJ's ou Price Club? Ou bien est-ce qu'ils utilisent ce pétrole pour fabriquer du carburant d'aviation qui sert ensuite à leurs avions de combat? Ce qu'on a dit à Trump, et un ami à moi, analyste en énergie, l'a résumé comme ça, c'est que l'avertissement stratégique, c'est que les États-Unis ne peuvent pas partir du principe qu'ils sont capables de mener un grand conflit gourmand en carburant pour protéger leur économie intérieure sans devoir faire des compromis. Le carburant pour avions militaires, le kérosène pour l'aviation commerciale, le diesel, le fioul domestique et le carburant marin proviennent tous de la même partie du baril raffiné, celle des distillats moyens. Les raffineries peuvent ajuster leur production, mais elles ne peuvent pas maximiser instantanément tous les produits issus de cette fraction. Le risque, ce n'est pas que tous les camions ou tous les avions s'arrêtent d'un coup. Le vrai risque, c'est qu'une décision imposant des priorités d'approvisionnement en carburant provoque une série de pénuries et de chocs sur les prix qui se répercutent sur la logistique, l'aviation, l'agriculture
le bâtiment et toute la chaîne d'approvisionnement des consommateurs. En clair, cela veut dire que les États-Unis vont devoir faire un choix, les armes ou le beurre. Si on entre en guerre, les consommateurs américains vont en subir les conséquences, et durement. Tous in Europe. And in Europe. If we come to a negotiated settlement, however, there's a way to Si on arrive à un accord négocié, il y a peut-être moyen d'éviter certains de ces chocs, en respectant, vous savez, les détails de ce protocole d'accord. Alors voilà Trump. Trump continue à montrer un comportement très erratique. Il part dans tous les sens sur ce sujet. Il affirme par exemple qu'il a parlé à l'Iran aujourd'hui. Moi, je n'ai vu aucune trace de ça, à part lui qui dit qu'il a parlé à l'ayatollah. Vous savez, quelqu'un a même suggéré que ce que fait l'équipe de Trump, c'est de recruter quelqu'un aux États-Unis avec un bon accent iranien et de le mettre au téléphone avec Trump. Comme ça, Trump croit qu'il parle aux Iraniens, mais en réalité non. En fait, ça lui permet de faire semblant d'être président. Professeur, qui parle à Donald Trump en Iran? It's not me. I have nothing Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Je pense que, ironiquement, Trump, en faisant traîner toute cette affaire, est en train de pousser l'économie américaine au bord du gouffre. La guerre, bien sûr, a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, évidemment. Mais après la guerre, on a eu ce cessez-le-feu au bout de 39 jours, quand les Iraniens avaient en pratique gagné. Et ensuite, on devait maintenir ce cessez-le-feu. Mais à l'époque, Netanyahou a bombardé massivement le Liban. Ça a provoqué l'effondrement du cessez-le-feu. Et les navires appartenant aux Saoudiens, aux Émiratis, aux Koweïtiens, aux Bahreïnis et aux Qataris, qui devaient passer par le détroit, ont été bloqués. that were supposed to go through the strait, they were blocked. And we've had stalemate since then. Et depuis, on est resté dans une impasse. Ensuite, Trump, bien sûr, a imposé un blocus sur les ports iraniens. Pendant cette période, ils ont empêché la fermeture du détroit. Et puis Trump, en répétant sans cesse « c'est presque fini, on va conclure un accord », et en utilisant les réserves stratégiques, a empêché, je crois qu'ils disent, la destruction de la consommation. Du coup, au lieu que les prix montent et que les gens consomment moins, les prix n'ont pas tellement augmenté et la consommation est restée élevée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que la consommation reste à ce niveau nous rapproche petit à petit d'une crise. S'il n'avait pas manipulé les marchés aussi longtemps, les prix auraient augmenté petit à petit et la consommation aurait diminué. Et dans ce cas, la crise, oui, elle aurait touché l'économie mondiale, mais elle serait arrivée un peu plus tard. En réalité, il a créé une situation où les gens continuent à consommer du carburant, du pétrole, de l'énergie, comme s'il n'y avait pas de mur droit devant eux. Il a donc aggravé la situation. Et maintenant, à ce stade, où il a été obligé de conclure un accord à cause de cette crise, il continue, avec ses menaces, à compliquer la tâche des compagnies d'assurance pour couvrir les navires. Résultat, certains navires choisissent de ne plus venir dans le golfe Persique. Ça crée de la peur chez les armateurs qui ont des navires dans le golfe Persique, les empêchant de bouger. Et ça, c'est sans parler du gouvernement iranien qui dit qu'il pourrait fermer le détroit ou ralentir le passage des navires. Donc il se tire constamment une balle dans le pied. Et bien sûr, Netanyahou ne se soucie pas de l'économie américaine, pas plus que les Israéliens. Mais je pense que tout ça va avoir un impact sur l'ensemble du processus de négociation. Imaginons que les négociations ne s'effondrent pas ce soir, ce qui est possible. Même si, en fait, je ne peux pas voir les infos parce que j'utilise mon téléphone portable. S'il y a une info de dernière minute, dites-le moi. Mais le fait qu'il soit encore en train de négocier veut dire qu'il discute de quelque chose, évidemment. Donc, il se peut qu'il y ait une forme de progrès. Supposons qu'il y ait effectivement des avancées,
que le régime israélien commence à se retirer partiellement, que les États-Unis commencent à restituer les avoirs iraniens, puis qu'ils lèvent les sanctions. Dans les 2 prochains mois, la crise énergétique va s'aggraver. Donc pendant ces 2 mois, l'Iran aura de plus en plus de poids dans les négociations. Donc, pendant le premier mois, évidemment, la quantité de pétrole, d'énergie, d'hélium et de gaz naturel liquéfié qui sort du détroit d'Ormuz ou du golfe Persique sera inférieure à la consommation. La crise va donc s'aggraver. Et le deuxième mois, même si la situation s'améliore, elle ne reviendra pas à la normale. Mais en plus, l'Iran peut, si les négociations se passent mal, toujours créer des problèmes. Ils peuvent dire aux navires de ralentir. Ils peuvent toujours prétendre qu'il y a une mine qu'on n'a pas retrouvée ou qui a disparu. Ils peuvent ralentir le trafic maritime. Donc, les Iraniens ont aussi un moyen de pression dans le processus de négociation. Laissez-moi juste ajouter une chose. La relation entre le Qatar et Israël est assez étroite. Enfin non, pas le Qatar, je veux dire les Émirats arabes unis. Oui, les Émirats. Et donc avec les Émirats, disons-le clairement, c'est un centre de blanchiment d'argent. Ah oui. Pardon? Oui, ils sont le centre mondial du blanchiment d'argent. Hier, j'ai reçu des informations et ça a un lien avec l'Ukraine et la Russie. Apparemment, l'oncle de Zelensky voyage chaque semaine de Kiev à Dubaï avec des sacs remplis d'argent liquide, de l'argent américain provenant de l'aide envoyée à l'Ukraine. Cet argent arrive ensuite à Dubaï, il est déposé dans toutes les grandes banques des Émirats. On parle de millions de dollars chaque semaine. Et cet argent, c'est de l'argent récent de la CIA ou ça vient d'avant? Cet argent vient de l'USAID, mais aussi des Européens. Ensuite, cet argent circule. Il est blanchi à travers, disons, des projets immobiliers de type pyramide, des condos, des affaires douteuses dans l'immobilier. Et les bénéfices de ces opérations, qu'on fait passer pour de l'argent issu de ventes immobilières, sont ensuite transférés vers des banques israéliennes. Puis depuis Israël, cet argent arrive chez des gens, comme certains membres du Congrès, les plus fervents soutiens de la guerre menée par Israël. C'est comme ça qu'ils sont payés. Et il se trouve qu'ils sont aussi parmi les plus grands partisans de la guerre en Ukraine. Donc voilà une des manières dont l'argent circule. Il sert aussi, en quelque sorte, à donner à Israël une autre source de liquidité. Mais ce qui s'est passé au cours des 14 dernières semaines, c'est que cette relation est désormais menacée. Les Émirats arabes unis comptaient pouvoir faire passer suffisamment de pétrole par Fujairah, le port sur le golfe d'Oman, et ainsi éviter que le golfe soit complètement bloqué. Ça, c'est fini maintenant. Du coup, ils ont un vrai problème de trésorerie. Et c'est pour ça que les Émirats arabes unis semblent avoir, enfin, peut-être que c'est juste pour la forme, peut-être que c'est une illusion, ou peut-être que c'est réel, qu'ils se sont rendus à Téhéran pour des discussions le 9 juin, donc il y a presque 2 semaines. Ils essaient de rester à flot et ils espèrent conclure un accord avec l'Iran pour atténuer cette pression. Le problème, encore une fois, c'est que les Émirats sont très liés à des entreprises sionistes israéliennes qui opèrent à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc voilà, il y a tout cet aspect de corruption qui entre en jeu. Et plus le détroit d'Ormuz reste fermé, ou plus le trafic normal tarde à reprendre, plus la situation devient difficile pour les Émirats arabes unis. Oui, professeur Marandi, laissez-moi vous poser une question. D'après tout ce qu'on vient de dire, vous avez décrit la situation dans le détroit d'Ormuz et expliqué à quel point sa fermeture exerce une pression sur les États-Unis. Quelle est la logique du côté iranien? Est-ce que cela suffit, selon eux, pour faire pression sur les États-Unis, puis sur les Israéliens? Ou bien envisage-t-il encore une opération sur le sol israélien, une sorte de missile ou d'attaque?
some sort of sending missiles and attacking. The Iranians were about to fire missiles a couple of nights ago. Les Iraniens étaient sur le point de tirer des missiles il y a quelques nuits. Et si vous vous souvenez, ils avaient vidé l'espace aérien au-dessus de l'Iran, puis finalement, ils ont décidé de ne pas le faire. Donc je ne sais pas quelle est leur logique maintenant. Je pense que quand ils ont fermé le détroit d'Ormuz et que les Israéliens ont aussitôt, ou presque aussitôt, accepté ou appliqué un cessez-le-feu, ça montre bien que la situation, la crise énergétique, est tellement grave que Trump a immédiatement exercé une certaine pression sur les Israéliens. Les Iraniens ont déclaré qu'ils étaient prêts à mener des frappes militaires contre le régime israélien si la fermeture du détroit d'Ormuz ne suffisait pas. Mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont rouvert le détroit d'Ormuz après quelques heures, une fois que les Israéliens avaient mis en place le cessez-le-feu. Je pense, en gros, que les Iraniens veulent faire passer un message à la communauté internationale et au monde des affaires. Regardez, on ne veut pas fermer le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas notre intention. Mais l'autre camp nous y pousse. C'est pour ça que, tout de suite après le cessez-le-feu, ou quelques heures après, ils ont rouvert le détroit. Pour que l'Iran puisse justifier ce geste, il lui faut une bonne raison. Et je crois que les Iraniens ont délibérément rouvert le détroit d'Ormuz dès que l'accord a été signé, contrairement à ce qu'ont fait les Américains, afin d'apparaître comme la partie qui respecte ses engagements, qui applique l'accord, qui remplit ses obligations. Et puis, si l'autre camp ne le fait pas, ils pourront plus facilement revenir à des restrictions sur le passage dans le détroit d'Ormuz. Bien sûr, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, je ne pense pas qu'il le fermera à tout le trafic maritime. Il ne le fermera certainement pas à ses propres navires. Et Larry le saurait bien mieux que moi. Je ne sais pas si des navires américains sont actuellement en position pour maintenir le blocus. Ils ne doivent sans doute pas être très loin. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit si simple pour les Américains d'appuyer sur un bouton et de lancer un blocus sans quelques jours de préparation. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. D'après ce que j'ai compris, les équipes d'intervention de crise, qui travaillaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la base aérienne de MacDill pour le CENTCOM, ainsi qu'au quartier général du commandement militaire national, au Pentagone et dans d'autres sites, ont toutes reçu l'ordre de se mettre en veille. Autrement dit, elles ne sont plus en service permanent. Ça veut dire qu'elles ne font plus le type de planification et d'activité qui accompagne normalement une frappe militaire planifiée. On peut donc dire que tout ça est en pause, ou du moins qu'ils commencent à retirer les moyens aériens. Et ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il faut le planifier. Vous savez, si vous prenez un escadron de F-35 en Jordanie et que vous le ramenez aux États-Unis, disons une dizaine d'appareils, chacun de ces avions doit être ravitaillé après environ 650 km de vol. Donc, ils vont avoir besoin de plusieurs ravitaillements, rien que pour rejoindre le territoire continental américain. Et pour préparer tout ça, il faut prépositionner des avions-citernes tout le long du trajet. Je crois que chaque ravitailleur peut faire 1 ou peut-être 2 ravitaillements pour un total d'environ 6 avions, donc en gros 12 appareils servis. C'est donc une logistique assez lourde. Et ça fait beaucoup de carburant, à un moment où les États-Unis manquent justement de kérosène. Oui, ça va consommer encore plus de carburant qu'on n'a pas, ou alors les ressources sont déjà très limitées. Donc je ne sais pas si ça a déjà commencé, je crois que oui. Et quand ils ont dit au moins la marine qu'elle avait levé le blocus, les États-Unis ont respecté ou rempli cette obligation.
Mais encore une fois, Trump a publié d'autres messages aujourd'hui, violant à nouveau la première section, parce qu'il menace l'Iran de violence. Et il était censé arrêter ça, mais il ne l'a pas fait. Professor Marandi, these three conditions. Professeur Marandi, ces trois conditions posées par Israël, on dirait qu'il demande aux États-Unis de les inclure ou de les annexer au protocole d'accord, ou à ce qui viendra après ce protocole. Je vais vous lire ces trois conditions dont parlent les Israéliens. D'abord, le retrait de tous les éléments du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Ensuite, le démantèlement complet de l'infrastructure du Hezbollah dans la zone située au sud du Litani. Et enfin, accorder à Israël une totale liberté de mouvement et d'action militaire pour contrer et éliminer toute menace future, y compris par des opérations terrestres et aériennes. En gros, ils veulent obtenir par ces trois conditions ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le champ de bataille. Est-ce que quelqu'un, en Iran, accepterait ces termes? Non, mais vous savez, les Israéliens, si au final ils sont forcés de partir, ils vont évidemment le faire de manière à minimiser l'humiliation. Donc ils diront quelque chose comme « nous nous retirons ». Enfin, s'ils le font, je ne sais pas s'ils le feront, mais au bout du compte, si Trump les y oblige, si l'accord doit vraiment être appliqué, eh bien ça devra se produire. Donc Trump va, disons, les forcer à partir. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils partiront par étapes, mais ils ne diront pas « nous partons sur ordre de Trump ». Ils diront plutôt « nous nous retirons de cette zone. Cette zone est désormais sécurisée. Nous ne nous sentons plus menacés. » Et puis ils diront « nous resterons dans le reste du territoire aussi longtemps que nous le jugerons nécessaire. » Ensuite, ils se retireront à nouveau en disant que cette zone ne nous concerne plus. Et ils présenteront ça, ou ils diront qu'il existe un accord non écrit, disons selon lequel le Hezbollah ne sera plus au sud du Litani et qu'ils ont détruit toute leur infrastructure. Je veux dire, s'ils sont forcés de partir, ils feront tout pour que ça paraisse comme s'ils partaient en position de force. Ça, à mon avis, c'est inévitable. Mais au final, les Iraniens n'accepteront rien de tout ça. Et le Hezbollah non plus. Les Israéliens ont trop joué. Ils se retrouvent dans une mauvaise posture. Et les États-Unis aussi. Et s'ils restent, ce sera très coûteux à cause du détroit d'Ormuz, mais aussi à cause des capacités de missiles de l'Iran. Et l'Iran, en ce moment même, est en train de reconstruire ses capacités. Il répare toutes les installations souterraines. Enfin, c'est terminé maintenant, mais d'après ce que j'ai entendu, l'Iran possède bien plus de missiles qu'avant la guerre. Et ils utilisent de nouvelles technologies plus performantes pour contourner les défenses aériennes. Ils développent leurs capacités, ils réévaluent leurs frappes et tirent des leçons de leur expérience pendant la guerre. Rappelez-vous, les Iraniens se sont beaucoup mieux débrouillés dans cette guerre que pendant la guerre de 12 jours. Pourquoi? Parce que, pendant la guerre de 12 jours, c'était la première fois qu'ils menaient une guerre avec des missiles, des drones et des systèmes de défense aérienne. So they learned a lot about their strengths and their weaknesses. Well, they're doing the same now. So it won't end well for the Israelis. And I think that ultimately they'll have to withdraw. I may be wrong. I mean, it is Netanyahu, and Netanyahu. If Netanyahu withdraws, that's the end of his political career, I would imagine. Already, if you've seen the polls today, it's just his approval rating has collapsed. And Israeli society Pense que l'Iran a gagné la guerre. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle pour lui. Et s'il est contraint de se retirer sous la pression, alors je pense, enfin, je ne connais pas très bien la politique israélienne, mais j'imagine que ce serait la goutte d'eau. Je veux dire, ça mettrait fin à sa carrière politique, je suppose. Larry, these three conditions,
Larry, ces trois conditions sont vraiment essentielles. Et ce que le professeur Marandi vient de dire l'est aussi. Parce qu'il a décrit la position iranienne en tenant compte de ces trois points soulevés par les Israéliens. Alors, jusqu'où peuvent-ils faire pression sur les États-Unis à ce moment précis? Comme l'a rappelé le professeur Marandi, 92% des Israéliens estiment que l'Iran a remporté la guerre. Un nouveau sondage publié aujourd'hui par l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Institut Agam indique que 82,9% pensent que la sécurité à long terme d'Israël a été affaiblie à cause de cette guerre. Parmi la base électorale de droite de Netanyahou, 93,1% disent que l'Iran en est sorti gagnant et 63,2% s'opposent à l'accord entre les États-Unis et l'Iran, avec seulement 12,1% en faveur du protocole d'accord. Larry, à toi. Quel levier Israël peut-il utiliser pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils acceptent ces conditions? Can Israel produce oil? No. Eh bien, est-ce qu'Israël peut produire du pétrole? Non. Donc à moins qu'il ne trouve une source magique de pétrole, surtout pour le diesel. Et comme l'a rappelé le professeur Marandi, les principaux fournisseurs de ce type de brut lourd sont la Russie et l'Arabie saoudite, puis le Canada, le Mexique et le Venezuela. Or, les États-Unis ont aujourd'hui de fortes tensions avec les Canadiens. Et les Canadiens, eux, se tournent de plus en plus vers la Chine. Donc, encore une fois, Israël peut essayer d'investir de l'argent, de faire des menaces et tout ça. Mais en réalité, vous savez, c'est l'économie qui va décider désormais de qui fait quoi et envers qui. Et Israël n'est pas vraiment en position de force. Ils dépendent du flux de pétrole qui passe par la Turquie, et l'argent de ce pétrole, il finit dans les poches d'Erdogan et de sa famille. Maintenant, le Pakistan a commencé à se rapprocher des Turcs. Si je me souviens bien, ils ont tenu une sorte de sommet aujourd'hui, je crois que c'était avec l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan. Donc ils essayent de se coordonner, et ça correspond à ce que Pépé et moi avons entendu d'une source. Le Pakistan, en travaillant vraiment main dans la main, ou disons en première ligne pour la Chine, pousse une nouvelle initiative, appelons ça une alliance militaire régionale de pays islamiques et arabes. Alors au final, on se retrouve avec l'Égypte, la Turquie, les Saoudiens, l'Iran qui s'en mêle aussi. Donc tu vois, c'est plutôt un changement à moyen ou long terme qui est en train d'arriver. La source avait rapporté il y a une semaine que le Qatar allait dire aux États-Unis « Vous devez fermer la base d'Al-Udeid et partir d'ici 9 mois. » Eh bien, tu as vu la séquence vidéo où J.D. Vance rencontre le représentant qatari? Vance essaie de lui serrer la main et le Qatari l'ignore complètement. Là, je me suis dit « Ah oui, ça, c'est pas anodin. » Oh boy, that's significant. Tu es en sourdine? Oui. Voici le professeur Marandi. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et du Pakistan se sont réunis au Caire pour discuter des évolutions régionales et examiner la mise en œuvre de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Alors, que sait-on de la position de ces pays qui se rassemblent? On sait que le Pakistan soutient totalement l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et ce qui est assez étrange, professeur Marandi, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, c'est que selon moi, Al-Jolani comprend mieux la région que le premier ministre libanais, parce qu'il a dit « il faut négocier avec le Hezbollah ». Le Hezbollah fait partie du Liban. On ne peut pas les ignorer. Et il a ajouté qu'aujourd'hui, ils ne feront rien de militaire contre le Liban pour le déstabiliser. Et ce n'est pas du tout la même chose du côté du Premier ministre et du président libanais, qui, eux, sont fondamentalement opposés au Hezbollah. Eh bien, Well, Jolani has more than enough trouble as it is.
Jolani a déjà bien assez de problèmes comme ça. D'immenses portions de territoire ont été prises par les Israéliens et il n'a montré aucune intention de tenter de les reprendre. En plus, la situation économique en Syrie est catastrophique et dans certaines régions, on dit que la population est proche de la famine. Et puis, il se passe aussi quelque chose dans certaines zones du pays. Les Américains ont frappé plusieurs hauts responsables d'Al-Qaïda et d'autres groupes takfiri. Certains pensent que Jolani coopère avec les Américains pour éliminer d'anciens alliés afin de consolider son propre pouvoir et de renforcer la relation entre les États-Unis, Trump et lui. Mais il a déjà bien assez de soucis à gérer. D'ailleurs, la résistance irakienne l'a prévenu. S'il tente de se diriger vers le Liban, elle interviendra en Syrie. Et je n'ai aucun doute que s'il essaye d'attaquer le Liban, alors les drones et les missiles iraniens le prendront pour cible. Si les Iraniens peuvent affronter les Américains et les Israéliens, ils peuvent très bien s'occuper de lui. Donc, il n'a aucun intérêt à entrer au Liban, mais il essaye de fermer la frontière. Et il coopère avec les Israéliens et les Américains pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas faire passer d'armes, de nourriture, d'argent ou de fournitures à la résistance. Ça, je le sais. Il sait qu'il n'a pas d'armée. Il n'a même pas les moyens d'en créer une. Grâce à lui, aux Israéliens, aux Américains, à Erdogan et au Qatar, l'armée syrienne est détruite. L'armée de l'air est détruite. Les défenses aériennes sont détruites. Tout est détruit. Il ne reste qu'une poignée de groupes d'Al-Qaïda qui ne sont même pas unis. Ce sont juste différentes factions. Il y a des régions en Syrie où il n'y a plus aucune protection, et ce sont les mafias locales qui font la loi. Mes amis syriens, je ne les contacte pas moi-même, mais quand ils m'envoient des messages, me disent que la sécurité est catastrophique. Il y a beaucoup de luttes internes entre les groupes eux-mêmes, entre les différentes polices ou les différents services de sécurité, parce qu'il n'y a pas de force unifiée. Ce sont juste des factions qui coopèrent vaguement, comme une sorte de coalition. La situation est vraiment terrible en ce moment en Syrie. Il n'a absolument pas les moyens de projeter sa puissance au-delà des frontières du pays. Et pendant ce temps, le monde entier acclame le Hezbollah. Beaucoup voient le Hezbollah comme la seule force dans cette région qui combat Israël et défend les Palestiniens, qui sont sunnites. Donc pour lui, ça ne donnerait pas du tout une bonne image s'il dépassait un certain niveau d'obéissance. J'allais justement dire aussi que Jolani n'a pas d'armée professionnelle, déjà pour commencer. Et pour envahir le Liban, il faut une armée professionnelle. Ils n'ont pas la logistique. On ne voit pas des kilomètres de camions transportant du carburant, prêts à suivre des colonnes de chars et de véhicules blindés. Donc en gros, Jolani a dit « Non merci, je passe mon tour. Merci pour l'invitation, mais on va s'occuper d'autre chose. » Larry, aujourd'hui, Ben Gvir a déclaré sur la chaîne 14 que tout le Liban devrait devenir notre terrain de jeu, que tout le Liban devrait être notre cible. Et on m'a dit, attends une seconde, il y a le Liban et il y a le Hezbollah. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas cette sorte de distinction qu'ils essaient de me faire avaler, parce que lui, il voit tout le Liban comme un seul et même ensemble. Et d'ailleurs, le gouvernement libanais fait un peu la même chose, en disant que le Hezbollah ne fait pas partie d'eux. Mais quand ils négocient aujourd'hui, on sait très bien qu'ils vont à Washington. Aujourd'hui, le Hezbollah a déclaré que ce genre de négociation entre le gouvernement libanais, les États-Unis et Israël n'a aucune importance pour eux, professeur Marandi. Et avant de conclure cette session, j'aimerais entendre votre avis. Esmail Ghani, le chef de la force Al-Quds, le général Ghani, a dit que l'épopée de l'an 2000 se répéterait si vous ne quittiez pas le sud du Liban de votre plein gré.
Est-ce un message direct adressé aux Israéliens? Ou est-ce une façon d'influencer les négociations? Est-ce un message politique ou bien quelque chose qui relève d'une décision militaire en Iran? Je dirais oui. Un peu tout ça à la fois. Who's Are you that for? asking me or Larry? Yeah, You Larry. you ask, oh, C'est censé être un message à large I'll say portée. yes, all of the above. Et vous savez ce que les États-Unis essaient de faire? C'est comme s'ils jouaient au strip poker sans avoir de cartes. L'Iran, lui, a vraiment les cartes en main en ce moment. Et en partie, vous savez, il y a eu beaucoup de critiques contre l'Iran parce qu'il n'a pas riposté immédiatement contre Israël. Mais à mon avis, ce qu'on voit, c'est que l'Iran joue un jeu diplomatique intelligent. Il travaille avec le Pakistan, il travaille avec le Qatar. Et encore une fois, vous savez, ce moment où le vice-président Vance s'est fait snobber, je crois que c'était par le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il l'a tout simplement ignoré. I think that was the Qatari foreign minister just, blew him off. That's saying something. This is about a Vous savez, ça veut dire quelque chose. On parle ici d'un changement de relation. Donc la rencontre entre l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie d'un plan organisé, soutenu à la fois par la Russie et la Chine, pour éliminer l'hégémonie américaine dans la région. Et encore une fois, ces pays ne sont plus dépendants, ni vulnérables au chantage qui les forcerait à adopter une politique particulière parce que les États-Unis gèlent leurs avoirs. Personne n'y prête vraiment attention. Mais à mes yeux, le fait que le pétrole soit acheté avec les Chinois, ce n'est plus en pétrodollars, c'est en yuan chinois. That's not using petrodollars, that's using Chinese dollars. Yeah. Professor Marandi, we know that the Oui. head of IAEA Professeur Marandi, on sait que le directeur de l'AIEA était aujourd'hui en Suisse pour des discussions. Les Iraniens ont déclaré qu'ils ne parleraient pas avec le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi. Et voici les dernières nouvelles concernant les négociations. Il semble qu'en gros, l'Iran ait dit, avant de parler du programme nucléaire iranien, il faut d'abord discuter des clauses numéro 1, 4, 10 et 11. De quoi s'agit-il? La clause numéro 1, on en a longuement parlé aujourd'hui, le Liban et la menace des États-Unis contre l'Iran. and the threat of the United States against Iran. The number 4 is about Iranian frozen assets. Le numéro 4 concerne les avoirs iraniens gelés. Le numéro 10 porte sur la façon dont les États-Unis vont faciliter tout le processus pour récupérer ces avoirs, lever les sanctions sur le secteur pétrolier et énergétique iranien. Et le numéro 11, ce sont les sanctions elles-mêmes. Donc avant d'en arriver là, il n'y aurait pas de négociation sur le programme nucléaire iranien. C'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des divergences entre les deux parties, l'idée de base serait commençons par le premier point, puis les numéros 4, 10 et 11, avant d'aborder le programme nucléaire iranien. Oui, les Iraniens ont été très clairs. Tant que ces questions ne seront pas réglées, ils ne commenceront pas à négocier sur le programme nucléaire. Ce que veulent faire les Américains, c'est éviter de remplir leurs obligations, puis pousser les Iraniens à entamer des discussions sur la deuxième phase de l'accord, c'est-à-dire les sanctions et la question du nucléaire. Mais ça ne marchera pas. Les Iraniens l'ont répété sans ambiguïté. Ils ne négocieront que sur les points déjà convenus pour vérifier si les Américains respectent leurs engagements ou non. S'ils ne les respectent pas, ils ne passeront pas à la question nucléaire ni à celle du régime de sanctions. S'ils les respectent, alors ils pourront avancer sur ce terrain. Donc, encore une fois, tout est bloqué. On n'a pas avancé. La seule chose qui s'est passée, comme Larry l'a justement souligné, c'est que les États-Unis ont levé le blocus du détroit. Et ça, c'est parce que les Américains ont besoin que le plus de pétrole possible circule par le détroit. Comme je l'ai dit, Vance se vantait que je ne sais plus 17 ou 18 millions de barils étaient sortis et que c'était un record. Eh bien, presque tout ce pétrole venait d'Iran. Je veux dire, s'il y avait 10 pétroliers iraniens, c'est sûr que plus de la moitié du pétrole qui a traversé le détroit, voire la totalité,
étaient iraniens. Mais ça, ils ne voulaient pas le dire. En réalité, ils sont juste désespérés de mettre ce pétrole sur le marché. Mais au bout du compte, comme je l'ai déjà dit, les Iraniens peuvent ralentir le passage des navires dans le détroit. Ils peuvent choisir de faire passer d'abord des navires qui ne sont pas des pétroliers. Ils peuvent aussi choisir, parmi ces nombreux cargos vides qui transportent des voitures et d'autres biens de consommation, et qui, une fois déchargés, veulent repartir vers d'autres ports pour charger de nouvelles marchandises. Ils peuvent donc jouer sur le flux des navires dans le détroit d'Ormuz, d'une manière qui intensifie la crise sans pour autant bloquer la navigation. Les Américains se retrouvent donc dans une position très difficile. Plus ils menacent l'Iran, plus cela crée d'incertitudes pour les compagnies d'assurance. Et s'ils ne coopèrent pas avec l'Iran, les Iraniens deviennent encore moins coopératifs. Même sans fermer complètement le détroit d'Ormuz, ils peuvent le rendre à moitié inutilisable. C'est donc une situation compliquée pour Trump. La seule voie possible pour lui, c'est de mettre en œuvre l'accord. Et même dans ce cas-là, on reste. Enfin, Larry en a parlé, et moi aussi. Même s'il y avait un accord, et je l'ai déjà dit, même si tout était réglé ce soir, et que les Israéliens quittaient rapidement le Liban, ce qui n'arrivera pas comme ça, mais admettons, même si c'était le cas, et que les Iraniens faisaient tout leur possible pour permettre à un maximum de navires de passer par le détroit d'Ormuz, on aurait quand même une très grave crise économique. Elle va frapper d'ici quelques semaines et elle va durer longtemps. Donc ce sera difficile quoi qu'il arrive. Mais plus le régime Trump compromet les chances de normaliser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, plus la crise sera profonde et durable. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Très bien, mes amis. Merci à vous. Merci beaucoup. À demain. À demain. Il est 2h32 du matin. Nima me doit quelque chose, un peu de sommeil. Some sleep. All right, my friend. Très bien, mes amis. Au revoir. À bientôt. Salut pour l'instant. Bye.